Bien, bonjour, merci d'être ici pour ma conférence, juste avant le dîner comme ça, puis ça fait plaisir d'être en présentiel cette année comparativement derrière une vidéo l'an dernier. Merci aussi aux gens de Sécure de m'avoir encore invité. Ça a l'air à ne pas avoir été trop mal l'an dernier. Donc, mais je prends un sujet complètement différent cette année. Dans le contexte du décret gouvernemental, puis depuis que je suis chez Google, j'interface beaucoup avec les gens du ministère, de différents ministères, là, sur leur migration au cloud. Puis, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est toujours les mêmes embûches, c'est toujours un petit peu les mêmes problématiques qui se redessinent. Puis, on a beau avoir, dans le fond, des best practices, des façons de faire qui ont été normalisées et qui sont disponibles, ça demeure que dans le pratique, c'est difficile à appliquer. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, puis si Vincent a eu de la misère à prononcer mon titre, je ne le prononcerai pas moi non plus. Dans le fond, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était regarder des choses, non pas théoriques, mais pratiques, sur comment faire ce move-là, c'est-à-dire faire cette migration-là, cette première migration-là dans le cloud, sans avoir à redéfaire des trucs dans 6 mois, 1 an, parce qu'on serait mal parti. Donc, pour moi, Bruno Germain, je suis chez Google depuis 10 mois maintenant, en juin dernier, puis des fois j'ai l'impression d'être Vince Vaughn là, dans un film, parce que c'est vraiment un monde à découvrir chez nous. Je suis architecte de solutions, puis je travaille principalement avec le gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, gouvernement municipal. Dans des anciennes vies, j'ai été chez d'autres fournisseurs, j'ai travaillé sur des spécifications, des normes, j'ai travaillé avec la défense, j'ai travaillé avec des banques, j'ai travaillé ici au Canada, j'ai travaillé un petit peu partout dans le monde. Dans les dernières années, ce que j'ai fait beaucoup, c'est que je me suis attardé sur les architectures de Zero Trust. J'ai travaillé avec John Kindervag aussi. J'ai été très chanceux à ce niveau-là. Puis cette année, c'est un petit peu différent. Là. On va essayer de... Je vais en parler parce que c'est difficile pour moi de ne pas en parler. Je vais en parler un petit moment donné. Mais a priori, c'est vraiment de regarder sur des approches qui sont génériques, c'est-à-dire qui ne sont pas particulières à Google Cloud, d'accord, mais que vous allez pouvoir appliquer ailleurs, chez d'autres fournisseurs. Pour faire cet onboarding-là, de faire cette première migration-là dans le cloud. Les exemples que je vais avoir sont de Google Cloud, par contre. Donc, il va falloir faire un petit effort de votre part pour faire la traduction dans les autres environnements, si vous voulez. Puis, on ne remercie jamais suffisamment les gens de qui on vole une partie du matériel qu'on réutilise à l'intérieur de certaines organisations. Fait que je voulais mentionner qu'une partie de la présentation avait déjà été faite par un collègue à moi lors d'un séminaire en Angleterre là, et tout. Donc, je voulais justement le remercier, là, Tom Salmon. Donc, mon objectif aujourd'hui, on va toucher plusieurs sujets. Si vous pouviez repartir avec un truc de plus dans votre poche, je pense qu'on va être déjà bien parti. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, puis ce qu'on ne couvrira pas, c'est-à-dire les questions les plus fréquentes là, qui reviennent, ça, on va les aborder, puis on va essayer de les aborder d'une manière pratico-pratique. On va aussi regarder comment on peut commencer à organiser, à bâtir des services dans le cloud sans trop s'égarer, puis comment les utiliser de manière un petit peu plus fonctionnelle. Encore une fois, la transformation numérique, elle existe, on transforme nos applications, mais le gros de ce que je vois en ce moment, c'est vraiment une migration lift and shift dans le cloud, de prendre nos VM, puis de les transporter dans le cloud. Donc, on va essayer de garder la discussion au niveau de Infrastructure as a Service, c'est de la consommation d'infrastructures dans le cloud. On ne parlera pas de l'intégration de produits tiers, on n'ira pas dans le détail des configurations, on ne fera pas le tour de tous les services qui sont disponibles, parce que je ne suis vraiment pas qualifié pour faire ça. Par contre, on ne discutera pas non plus de la sécurité des plateformes informatiques. Pourquoi? Infonuagique, je m'excuse. Pourquoi? Parce que, a priori, je pars d'une prémisse, je pars d'une hypothèse, que la plateforme du fournisseur que vous avez choisi, elle est sécuritaire ou elle est suffisamment sécuritaire pour vous pour commencer à bâtir des services dessus. Si je prends, mettons, au niveau du gouvernement du Québec en ce moment, vous vous enlignez sur des normes fédérales au niveau sécurité avec le Protected B Medium, bien, ce service-là se bâtit sur la plateforme du fournisseur. C'est-à-dire que si la base n'était pas sécuritaire, ça ne donnerait rien d'essayer de faire des profils B par-dessus. Okay? Donc, on va prendre pour acquis dans notre discussion que cette plateforme sécuritaire, le fournisseur s'en occupe correctement. Il va vous aviser, c'est pas qu'il n'y a pas de trouble une fois de temps en temps, mais a priori, c'est suffisamment sécuritaire pour que vous rouvriez vos trucs. Donc, la conversation va être vraiment comment est-ce que je conserve mes normes, comment est-ce que j'améliore ma sécurité, ma posture de sécurité en allant dans le cloud. Au niveau de l'agenda, on va diviser ça comme en 3 petites sections.
La première, sur laquelle je vais m'attarder peut-être un petit peu plus longuement, c'est au niveau des contrôles, parce que le contrôle de la sécurité dans l'info nuagique, ça se fait au niveau des identités puis des permissions, le IAM. Puis, si on part mal là-dessus, on est mal barré pour le reste après. Le deuxième truc que je voudrais aborder avec vous, c'est la notion des comptes de service, des service accounts. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont mal compris et surtout mal utilisés, puis ça nous met dans des positions souvent où on donne plus de privilèges qu'on devrait à des gens ou à des services. Le deuxième volet va parler de visibilité, parce que la visibilité, dans le fond, au niveau de la journalisation, c'est comment je vais vérifier que ce que j'ai mis comme politique fonctionne, puis donne vraiment ce que c'est supposé de donner. Puis en dernier, on va regarder quelques solutions qui sont assez récurrentes, les premiers trucs qu'on veut tout le tour faire. Donc, au niveau des contrôles, comme je disais, le nerf de la guerre au niveau de l'info nuagique, c'est l'IAM, c'est la gestion des accès. On a parlé d'identité hier, c'est ici dans le cadre d'un cloud. Dans le fond, les identités, c'est assez simple. C'est mon identifiant, second factor ou pas, etc. Mais on va m'identifier un certificat ou autre, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais un coup que ça c'est fait, on va me donner des rôles, puis on va me donner des accès sur des ressources. OK? Puis c'est à partir de ce moment-là que les choses un petit peu se compliquent. Parce que aujourd'hui, quand on regarde nos environnements actuels, la manière dont on gère les ressources, c'est de manière distribuée. Je donne un exemple. Je suis un développeur, j'ai un nouveau projet, OK, j'ai beau avoir mon identité au niveau d'AD ou autre, je vais sûrement aller voir les gens des TI, puis je vais leur demander, donnez-moi un nouveau segment, j'ai besoin de tel genre de truc, j'ai besoin de rouler mon environnement. Après ça, je vais probablement aller voir les gens de sécurité, puis leur dire, là, mon environnement, telle adresse, pouvez-vous utiliser ces adresses-là, pouvez-vous ouvrir des trous dans les firewalls pour me permettre d'accéder, puis là, vous allez me dire comment je vais accéder. Après ça, j'ai peut-être besoin d'une banque de données. Je vais aller voir le propriétaire de la banque de données, lui demander des accès, etc. Donc, même si on a fédéré nos identités, a priori, la notion d'accès puis des permissions que j'ai est distribuée. Okay. Ce qui est aussi un problème, on s'entend, au niveau sécurité, c'est aussi un problème, mais dans le cloud, on a le phénomène complètement inverse. Tout est centralisé. C'est-à-dire, on fait ça d'un endroit pour tout. Okay? Ce qui fait en sorte que si on ne le fait pas correctement, on vient d'ouvrir la porte à plusieurs trucs, on vient de s'exposer. D'accord? Donc, prendre le temps de vraiment regarder correctement comment on bâtit notre structure au niveau des ressources, au niveau des accès est super important. À très, très haut niveau, c'est assez simple à faire. Je veux dire, la question qu'on a à se poser, c'est qui peut accéder quoi? Premier niveau, bien simple. Quand on va dans le deuxième niveau de détail, c'est là que ça se complique. Parce qu'a priori, Bruno peut accéder à tel serveur en tant qu'administrateur et l'administrer, ça va relativement bien. La partie où ça se complique, c'est quand on veut faire l'audit interne, inverse, je m'excuse. Puis cet audit-là serait, OK, j'ai une ressource, qui peut l'accéder? Quoi peut l'accéder dans mon organisation ou dans mon projet? Puis ça, c'est difficile, c'est extrêmement difficile à mettre le doigt dessus, puis c'est difficile à cerner, puis on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, cette gestion-là, les outils sont là, c'est centralisé, mais pensez encore une fois juste en termes si on prend cette slide-là, du haut en bas, c'est déjà un premier pas, mais à un moment donné, il va falloir revirer la question puis regarder comment les ressources sont accédées, puis est-ce que j'ai besoin de mettre des contraintes sur ces ressources-là. Par exemple, je pourrais avoir, si je donne un exemple qui n'a pas nécessairement rapport avec le cloud, mais je pourrais avoir accès, mettons, à un environnement SharePoint. Parfait. Mais à l'intérieur de SharePoint, il y a peut-être une partie que c'est la documentation des ressources humaines, un autre qui c'est du développement, etc. Puis, je n'ai peut-être pas accès. D'accord? Fait qu'à l'intérieur d'un environnement, je n'aurais pas. Fait que la ressource SharePoint, j'y ai accès, mais à l'intérieur, j'ai comme une sorte de granularité supplémentaire. J'ai des contraintes supplémentaires qui viennent s'appliquer, qui restreignent mes permissions, si on veut, à l'intérieur de l'environnement, qu'il va falloir considérer. Le premier conseil, puis à vrai dire, ce premier conseil, ça devrait être une règle de base, c'est toujours mapper les permissions à partir de groupes, jamais à des individus. Pas parce que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne avec des individus. Le problème, c'est que donner des permissions directement à un individu, ça devient, d'un point de vue opérationnel, extrêmement difficile à monitorer, auditer puis faire évoluer. Okay? Je vois ça souvent au début d'un projet, c'est-à-dire on commence, les 2-3 premiers du groupe qui
premières, excusez, je ne voulais pas faire de discrimination, mais les premières personnes vont commencer à travailler, puis éventuellement, bon, ils se disent, mais c'est parfait, pour faire telle tâche, je me donne tel privilège, etc. Puis bon, ça roule. Puis à un moment donné, on tombe comme dans l'autre mode, puis on se dit, c'est parfait, là, on va vraiment structurer les affaires pour tout le monde. Le problème, c'est que ces premiers accès-là, que ce soit sur une base de projet ou parce qu'on part dans le cloud, ils demeurent. 6 mois après, on les garde pour du troubleshooting. On a toutes sortes de bonnes raisons de les garder, mais on est vulnérable, on a ouvert des portes, on a de la misère à les enlever après. Donc, partons du bon pied, partez avec des groupes. Puis, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, je crée un groupe qui s'appelle SecOps. OK? Puis, dans ce groupe-là, je me crée 2 sous-groupes. Il devrait y avoir seulement 2 sous-groupes dans ce groupe-là. Il devrait y avoir un groupe de sécurité admin, puis il devrait y avoir un groupe qui voit des logs. Bon, fait que tout de suite, je regarde le nom du groupe, je sais ce qu'il fait, je mets du monde dedans, puis je peux les mettre après ça dans des sous-groupes, puis je suis capable de diviser mes tâches puis mes rôles de cette façon-là, OK, plutôt que les attribuer directement à Bruno. Le deuxième truc normalement, là, on commence à se frapper dessus, puis que la discussion s'allonge, c'est vraiment d'aligner les ressources organisationnelles à l'organisation virtuelle qu'on essaye de monter dans le nuage. Fait qu'on est tous pareils. Il y a une première couche qui est comme l'organisation globale, là, la partie root, si on veut, là, du racine du compte. Puis là, on a les premiers administrateurs, etc. Puis carrément dans le bas, bien, on a les ressources, c'est-à-dire que les réseaux, les VM, les serveurs, les services qu'on a. Chez Google, on les regroupe par projet. Fait que c'est la deuxième couche là, que vous voyez, la couche verte qui est là. Mais normalement, il devrait y avoir une couche intermédiaire. Là, la couche jaune qui est là, chez nous, c'est une couche qu'on dit de dossier. Okay? C'est dans le fond, c'est des répertoires, mais chaque fournisseur a sa façon d'organiser les trucs. Pourquoi faire ça? Les gens, traditionnellement, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire une corrélation entre l'organisation qu'ils ont chez eux puis l'organisation qu'ils devraient avoir dans le cloud. Il n'y a pas de mapping directement 1 à 1 dans le cloud. Okay? Ce n'est pas nécessairement une bonne idée de faire ça. C'est correct qu'il y ait un groupe de développement qui est séparé d'un groupe de ci ou que la prod soit séparée du dev. Bon, toutes sortes de trucs comme ça c'est parfait. Par contre, de reproduire les ressources humaines, de reproduire les finances, il n'y a pas vraiment de corrélation parce que c'est des services qu'on va déployer. D'accord? C'est quoi les 2 facteurs sur lesquels on devrait focusser pour l'organisation de tout ça? Le premier point, c'est la délégation de rôle. Fait que je parlais qu'en haut, on va avoir nos premiers administrateurs qui ont certains privilèges, puis ils vont pouvoir commencer à faire de ça. Mais dans cette structure-là, à un moment donné, je vais déléguer. Je vais passer la balle à quelqu'un pour que lui puisse faire ou elle puisse faire ses tâches. Je prends par exemple, je reviens encore une fois avec, mettons, un exemple du gouvernement du Québec, puis avoir en haut le MCN, bon, les TQ, qui a des services partagés puis qui gère l'arborescence pour le gouvernement, mais éventuellement, on va tomber à un ministère. Puis, bon, ce ministère-là, va falloir déléguer des tâches à ce ministère-là, qui, lui, va avoir des privilèges pour créer ses affaires, créer ses politiques, créer sa sécurité, créer des trucs. D'accord? Donc, quand je vais organiser cette structure-là, peu importe le mécanisme que le fournisseur vous fournit, il va falloir déterminer la profondeur pour les niveaux de délégation. Fait que 1, c'est souvent pas assez. Vous allez probablement avoir 1 ou 2 niveaux pour avoir la bonne granularité au niveau de la délégation. À ce stade, sur l'aspect largeur, on va regrouper les trucs en fonction du risque. Ce que je veux dire par là, c'est que, prenons qu'il y a une branche que je veux développer qui ne devrait pas avoir d'accès public. Donc, je vais mettre une politique, je vais mettre des contraintes sur cette branche-là qui va dire pas d'IP public ou pas d'accès public, ou peu importe comment ça va être formulé, puis cette politique-là va s'appliquer sur la branche. OK? Mais ça serait le fun de regrouper tous les projets, tous les services qui n'ont pas d'affaire à avoir d'accès public sous cette branche-là. Si on est pris pour sous-diviser cette branche-là sous un paquet d'organismes, un paquet de sous-branches, ça devient très difficile, très onéreux de la part des administrateurs d'aller recopier ces politiques-là partout, par projet ou par sous-branche. Si on était capable de les regrouper, puis de faire en sorte que je suis capable de l'appliquer à un endroit stratégique dans ma hiérarchie, puis ça s'applique après ça par effet de cascade en dessous, bien, je viens de clarifier un petit peu tout ce qui se fait là, puis c'est beaucoup plus simple à administrer puis à auditer. C'est bon? Donc, premier conseil, utilisez des nomenclatures qui sont faites à partir de langage naturel. Okay? Les affaires cryptées, là, c'est très difficile à opérer. Okay?
D'un point de vue sécurité, c'est certain que si on dit « voici le trésor de ma compagnie », c'est pas une bonne idée. Mais en même temps, le fait de mettre un nom crypté, ça ne garantit pas que quelqu'un ne trouvera pas pareil qu'est-ce qu'il y a en arrière. Donc, il faut penser aux opérations. Puis, chez nous, par exemple, l'idée d'un projet, admettons que vous avez vu la structure, là, bon, les projets sont en bas. C'est difficile, dans le nom du projet, de retrouver la structure de répertoire. Est-ce que je passe, mettons, du côté des ventes, ça partait-tu du côté avec une adresse publique, pas publique, etc. C'est difficile de retrouver ça. Donc, je suis en train de travailler, je débug, je reçois des messages, je suis en train de travailler sur un problème. Puis là, je regarde qui m'envoie des messages, mais j'ai aucune idée où ce qui se trouve dans la structure, c'est quoi les règles qui devraient s'appliquer. Donc, ça me prend des privilèges supplémentaires pour naviguer la structure, pour trouver qu'est-ce que c'est supposé d'être. C'est correct parce qu'il y a séparation des rôles, c'est correct qu'il y ait des séparations à ce niveau-là. Par contre, si dans mon nom, j'avais déjà le nom de la compagnie, puis j'avais une notion de la structure, un département de vente, je suis dans une partie où ce que je devrais accéder des données de clients en production, okay, comme c'est écrit en bas, même si je n'ai pas accès aux rôles et privilèges de tout ça, quand je travaille sur ces ressources-là, je sais à peu près où ce que je suis, puis je sais à peu près qu'est-ce que ça devrait faire, puis ça devrait m'aligner sur les rôles et privilèges qui devraient exister là, puis qu'est-ce qui devrait être permis et pas permis. Puis après ça, bien, ça me permet de remonter et d'aller voir les bonnes personnes. Donc, d'être capable d'expliciter dans un nom, de représenter une partie de la structure dedans pour nous donner une idée d'un point de vue opérationnel, c'est une excellente chose. Okay? Fait que je vous encourage fortement à l'utiliser. Là, je bascule dans les comptes de service. Un compte de service, dans le fond, ça a, ce qu'on oublie d'un compte de service, c'est que ça a deux fonctions, où il y a deux parties à un compte de service, là, un peu comme un mini-wheat, il y a un côté frosté et un côté qui ne l'est pas. Donc, c'est une ressource et c'est une identité. Okay? On travaille, on pense souvent que c'est une identité, mais on oublie aussi que c'est une ressource. Donc, un système, un usager, dans ce cas-ci Bob, d'accord, veut utiliser un compte de service. C'est-à-dire qu'a priori, Bob n'a pas nécessairement de privilège. Okay? Donc, je vais lui donner un privilège pour pouvoir accéder à un compte de service. Fait que je vais lui donner un rôle, dans ce cas-ci, un rôle de Service Account User. Okay? Mais ça, a priori, ça lui donne accès à tous les comptes de service. Okay? Donc, il faut que je sois en mesure d'aller sur le compte de service, puis de mettre des restrictions pour dire, bien, ce compte de service-là s'applique juste à tel groupe, ou s'applique juste dans tel cas, ou s'applique juste dans... je ne peux pas laisser ça at large. Okay? Je ne peux pas laisser ça grandement ouvert. Donc, il faut que je contrôle cette ressource-là de la manière que je contrôlerais n'importe quelle autre ressource au niveau du cloud. Par la suite, je l'utilise, j'ai accès à cette ressource-là, je me suis connecté dessus, fait que je suis un système qui accède à ce compte de service-là où j'impersonnifie le compte de service. Okay? Là, tout à coup, de l'autre côté, cette ressource-là a des rôles, a des privilèges, okay? Comme n'importe qui d'autre. Puis, bon, dans mon exemple, elle est capable de démarrer une VM, puis elle est capable d'aller lire des trucs au niveau du stockage. Mais par défaut, je viens de passer ces privilèges-là à l'usager, puis au service qui est en amont. Okay? Fait que si on ne fait pas ça correctement, là, il y a un effet domino où, en utilisant les comptes de service, je viens donner des privilèges à des gens et à des services qui ne devraient pas en avoir. Okay? Je viens d'ouvrir ça très largement, puis là, tout à coup, on peut se retrouver avec des gens, ou en tout cas des services qui vont à des endroits qui ne devraient pas avoir, qui n'ont pas d'affaires à aller. Donc, de garder un œil là-dessus, puis de garder dans la tête, dans le fond, que ça a ces deux fonctions-là, à la fois une identité et à la fois une ressource. Donc, des conseils à propos des comptes de service, même chose que pour le reste, utiliser une nomenclature qui est claire. D'accord? Souvent, les comptes de service sont représentés dans les logs comme si c'était une adresse email. OK? Puis c'est pas clair que si tu as affaire à un usager ou tu as affaire à une machine ou ce genre de truc-là. Donc, pourquoi ne pas mettre, quand vous créez des comptes de service, à quelque part dans le nom, que c'est un compte de service, puis qu'est-ce qu'il est supposé de faire? C'est-à-dire, c'est un compte de service qui, je ne sais pas moi, qui administre des VM, ou je ne sais pas trop quoi, là. Vous l'explicitez. Okay? Ce qui fait en sorte qu'encore une fois, quand vous allez regarder, puis vous allez vouloir opérer ce cloud-là, vous allez avoir déjà des indications, vous allez avoir des indices sur qu'est-ce qui est possible de faire et pas faire avec ce compte de service-là. Okay? Puis, c'est pas grave si c'est long de même, le nom. Okay? C'est en bout de ligne, de faire des petits noms courts, cryptés, que personne ne comprend, ça paraît peut-être cool sur un chiffrier Excel, mais a priori,
quand on va l'opérer puis qu'on va regarder des logs, c'est le fun d'avoir le nom en grand puis qu'on est capable de comprendre ce que c'est supposé de faire. L'autre question, c'est combien j'ai besoin de comptes de service? La réponse, ça dépend, ce qui n'est pas vraiment une bien bonne réponse. Mais a priori, la règle du pouce est la suivante. Dans le fond, je devrais avoir des comptes de service pour chacun de mes services ou applications. Fait que déjà en partant, ça donne comme une règle du pouce. Revenons 2 slides derrière, là, quand je parlais un petit peu là, des deux, que c'est une identité puis à la fois une ressource. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais dire, c'est parfait, je me crée un compte de service, puis ce compte de service-là est capable de faire A, B, C, il administre, il est capable de voir des logs, capable de faire ci, partir, ça, bon, où je donne des privilèges administrateurs à quelqu'un. Fait que je vais décrire des rôles pour ce compte de service-là. OK? Le problème ou la trappe qu'on a à ce moment-là, c'est, je prends par exemple, je me donne des capacités administratives sur des serveurs web, quelque chose d'assez générique. Puis j'ai 4 serveurs web, fait que là, tout à coup, je l'applique à un groupe puis de 4 VM, admettons. C'est bon? Puis là, au début, tout est parfait, je mappe mes gens dessus, puis c'est vraiment mes 4 VM. 6 mois plus tard, dans un autre projet, dans une autre partie de l'organisation, il y a d'autres VM qui partent, puis j'avais associé des tags, puis on se rend compte que c'est aussi des serveurs web. Puis là, tout à coup, ce compte de service-là, tout à coup, peut aller gérer les serveurs web de l'autre gang plus loin. OK? Puis là, dans le fond, le service qu'il utilise ou l'usager qui est en arrière se retrouve avec ces privilèges-là aussi. Donc, renforcer cette notion-là que si on arrive à un moment donné qu'il y a trop de rôles ou ça pointe à trop de services, qu'il faut briser ça, c'est-à-dire qu'il faut monitorer ces comptes de services pour voir combien de services c'est capable de toucher, puis combien de rôles ils sont capables d'avoir pour que si ça devient trop gros, ça devient une concentration de privilèges et d'accès pour être capable de le fragmenter. OK, on peut d'un côté fragmenter l'application, évidemment, si on est capable de le faire, mais de l'autre côté, c'est de refaire plusieurs comptes de services qui vont avoir des rôles spécifiques ou ils vont travailler sur des applications particulières et non pas sur l'ensemble. OK? Un autre règle du pouce, c'est que si vous devez l'enlever, okay, une question à se poser, c'est que si j'enlève ce compte de service-là, je brise quoi? Okay? Si tu brises une machine ou une fonction, c'est pas trop pire. Mais si la moitié de ton organisation tombe à terre, tu as un problème. Okay? Fait que c'est une autre façon de regarder le problème puis de dire, c'est parfait, faisons le test du téléphone, là, c'est-à-dire j'enlève ça, puis est-ce que le téléphone sonne ou pas? T'sais? Deuxième truc ou deuxième trappe, conseil, n'utilisez jamais les comptes de service qui sont générés par le système. Pourquoi? Parce que c'est fait ça par Google, Azure et Amazon, peu importe. Au moment où, admettons, vous dites, parfait, partez cette VM-là, bon, il n'y a pas des humains sur un clavier qui partent, là, c'est tous des scripts. Fait que pour faire ça, il y a des comptes de service qui sont générés automatiquement, OK? Puis qui vont faire la gestion de ces machines-là ou du service en général. Puis ils demeurent après. Bien, il n'y a pas de garantie, premièrement, que Google, Amazon et Azure ne changeront pas ce que ces comptes de service-là devraient faire, qui ne changeront pas les permissions qui sont associées à ça, qui ne changeront pas qui vont s'en débarrasser pour procéder d'une autre façon. Donc, tout ce qui est mappé, tout ce qui est à vous, qui est mappé, dans le fond, à un compte de service généré par un système, vous devriez ne pas en avoir. Si vous en avez, prenez ces usagers-là, ces services-là, déplacez-les, créez des comptes custom, puis gérez-les comme vous géreriez tout le reste. C'est bon? Sinon, vous allez peut-être vous retrouver avec un problème à long terme. J'avais parlé tout à l'heure, quand j'ai parlé d'IAM, que c'était difficile à un moment donné, parce que la question allait devenir qui peut accéder à mes ressources. Ce n'est pas juste Bruno peut accéder à la VM, mais cette VM-là, en l'ensemble, qui peut l'accéder? Tous les manufacturiers cloud devraient avoir un outil à vous proposer qui vous permet de mapper les permissions, les privilèges et les rôles. Okay? Chez nous, chez Google, on a développé à l'interne un outil qui s'appelle Forseti Explain, qu'on a relâché, qui est gratuit, qui est open source. Puis en gros, ce que ça fait, c'est que ça crée un inventaire de tous les usagers, de tous les groupes, de toutes les règles et permissions, de toutes les contraintes au niveau politique et de toutes les ressources. Puis ce que ça fait, c'est que ça bâtit par-dessus un modèle qu'on peut aller interroger.
Donc, je pourrais passer dedans et dire, Bruno a accès à quoi? Puis là, tout à coup, ça me donne la liste de tous mes privilèges, fait que ce à quoi je suis capable d'accéder. Puis là, je m'aperçois, bien, Bruno ne devrait pas avoir accès à ça, mais il l'a à travers tel groupe. Ah, bien, peut-être je devrais revisiter tel groupe. Ou je me mets du côté de la ressource, puis je dis, bien, qui peut accéder à cette ressource-là? Qui peut faire des travaux admin dessus, etc. Et ça va me le dire. Donc, c'est un autre outil que je vais avoir pour venir valider que ma stratégie au niveau de la gestion de mes accès fonctionne correctement avec mes contraintes et mes politiques. C'est bon? Donc, encore une fois, ça, c'est notre outil, ou en tout cas, c'est un outil qu'on a développé qui est open source, mais a priori, tous les fournisseurs de cloud devraient être en mesure de vous en fournir un parce qu'à mesure que votre environnement va grossir, c'est le genre de questions que vous devez être capable de répondre. Donc, ça clôt le premier chapitre. On va tomber du côté de la visibilité. Donc, les logs d'Audi, OK? Les journaux, à vrai dire, en français, c'est vrai. L'idée, c'est que a priori, ces journaux-là sont fragmentés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous envoyés à un endroit normalement. Ils sont classifiés soit par VPC, soit par projet, soit par quelque chose. Bon. Puis c'est parfait pour les administrateurs ou les usagers de ce projet-là, de ce VPC-là, etc. Mais ce n'est pas vraiment très, très bon d'un point de vue global pour savoir ce qui se passe dans l'ensemble de mon service. Fait que, l'idée, c'est qu'on devrait être capable d'avoir un dépôt consolidé. Okay? Éventuellement, être capable de ramener ça à quelque part. Les activités de surveillance, c'est normalement du monitoring, c'est plus pour les opérations, savoir quand une machine lève, descend, le nombre de CPU, mémoire. Ce n'est pas ça vraiment aujourd'hui qu'on veut jaser, on veut vraiment parler de l'aspect, comment est-ce que mes privilèges, mes rôles et mes accès sont comment je peux aller valider que ça fonctionne. Donc, le dernier point en bas est important, c'est qu'on devrait considérer ça comme un pipeline aujourd'hui, un peu comme, dans le fond, une ressource là, voir ça comme un flow, là, comme si on était en train de délivrer un service, un microservice. Puis je vais revenir un petit là-dessus aussi. Les deux qui sont vraiment importants dans ce tableau-là, c'est vraiment les deux à gauche. C'est-à-dire que normalement, vous devriez trouver des activités d'administration, des accès aux données, des événements système, et vous devriez aussi retrouver des accès qui ont été refusés. Les activités d'administration, dans le fond, c'est toutes les fois qu'un humain ou un service, à travers un API, le CLI ou le GUI, viennent modifier des configurations. Okay? Donc, c'est important de savoir que, je ne sais pas moi, quelqu'un est arrivé, il a changé la VM ou il a changé le service, etc. Ça devrait toujours être activé. Chez nous, tu n'as même pas le choix, tu ne peux pas le désactiver, d'accord? Puis, ça s'en ferait, normalement, parce que c'est de même que tu opères ton système. Le deuxième, qui est l'accès aux données, bien là, c'est différent. Ça, c'est Bruno, mettons, en tant que DBA, est allé chercher telle donnée, ou telle donnée a été transformée, ou tel utilisateur est allé... Bon, c'est vraiment au niveau des lectures et écritures des données clients. Ça, par défaut, ce n'est pas à on, ce n'est pas activé. Okay? Puis, si on la met à on, ça génère énormément de data. D'un point de vue sécurité, c'est génial, surtout si vous avez les outils pour le traiter. D'un point de vue log, bien, il faut que le log soit capable de l'absorber. Là, la question devient comment est-ce que je gère ça? Ma suggestion, encore une fois, parce qu'on veut l'automatiser. Donc, a priori, la première fois, c'est pas ça on ne peut pas nécessairement l'automatiser, on ne sait pas encore. Donc, on va aller dans le GUI, puis on va aller chercher, dans le fond, le service qu'on veut aller monitorer. Puis on va aller cocher les trucs qu'on veut vraiment voir. On veut voir les écritures, les lectures, etc. Puis vous allez voir que les admins, vous ne pouvez pas les faire. C'est quoi les exceptions? Comme par exemple, les journaux système, je ne veux pas y voir, etc. Puis ce que ça va faire, ça, c'est que ça va me donner une estimation, ça va me donner une idée de qu'est-ce que ça peut générer comme données. Puis là, je vais pouvoir fine-tuner un petit peu. Là. Je vais pouvoir dire, ces écritures-là, je ne les veux pas, je les veux, etc. Puis je vais pouvoir, après ça, scripter ça avec les exceptions que je veux, puis l'automatiser. Puis un coup que ça c'est fait, j'ai exactement le log que je veux avoir en ayant éliminé la partie qui ne me sert pas, pour essayer de garder mes données à un niveau respectable. Okay? Puis on recommence après ça par service. Je dis le GUI parce que c'est plus simple un petit peu d'aller chercher, souvent pour les gens, de commencer à regarder, mais il n'y a rien qui empêche de commencer directement avec du command line, ça vous tente, ou des API, puis de scripter les choses, surtout si vous en avez déjà fait, puis que vous avez déjà comme une recette déjà en place là, pour ça, pour des services qui s'apparentent. Tout à l'heure, je disais que c'était important d'agréger les journaux puis de les considérer comme un pipeline. Fait que, si on regarde ça ici, chez nous, c'est divisé par projet.
OK? Puis comme je disais, c'est le fun pour ceux qui sont dans le projet d'aller voir les journaux, mais ce n'est pas terrible pour un SOC ou un CIEM, admettons, qui devrait tout recevoir, puis être capable de faire de la corrélation. Parce que là, tu es pris pour aller dans chacun des projets. Puis c'est la même chose chez Amazon et chez Azure et ailleurs. Bon, je veux dire, c'est sous-divisé, là. Donc, il faut être en mesure de ramener ces logs-là, de les passer à travers des filtres, OK? Puis les extraits, dans le fond, devraient au moins être de 3 types. Puis c'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu comme un pipeline. Fait que si on part du bas, vous devriez avoir du stockage objet dans lequel les logs sont garochés puis qui sont gardés pour longtemps. Parce que peut-être, à cause d'une loi ou autre, vous avez besoin de garder un log 5 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on va être capable de retourner dans ces logs-là pour faire, bon, y est-il arrivé un événement, pas un événement, ça devient des preuves, bon, etc. Puis ce log-là, normalement, n'a pas été touché. C'est-à-dire que c'est vraiment l'information qui est arrivée, qu'on n'a pas traitée, puis on s'en va la déposer là. C'est l'endroit que normalement on va venir plugger éventuellement. On va venir connecter là, tous les outils de langage d'apprentissage machine puis d'AI. Donc, en sécurité, chez nous, on a des outils, là, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, Chronicle, entre autres, là, qui vient fouiller là-dedans, qui va regarder là, 1 an de données, qui va faire de la corrélation à travers un paquet de trucs, puis qui va être capable de sortir du data que normalement on ne serait pas capable de sortir dans un CIEM normal. OK? Le deuxième truc, c'est toute la partie BI, c'est-à-dire qu'on va venir, à travers les filtres, dans le fond, venir présenter à un engin BI déjà un premier niveau de corrélation, puis avec les rapports qu'on veut avoir, qu'on sait qu'on veut avoir, y a-t-il des usagers qui vont, ce qui ne devrait pas, c'est quoi le temps, combien de fois là, par jour, admettons, que tel service est utilisé. Bon, tous les rapports que normalement on voudrait avoir, on va les faire, dans le fond, à travers la branche du centre. Puis il y a plein d'outils pour justement générer ces rapports-là, les exposer, puis sortir le jus un petit peu des données. Puis le troisième, dans le fond, c'est un message bus. Okay? Puis ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas que les logs pouvaient un jour utiliser ce genre de système-là, mais a priori, c'est super génial. Parce que dans un message bus, dans le fond, c'est qu'on regarde les logs, puis le filtre du journal va faire ça. C'est qu'on va dire, c'est parfait, tous ces types de logs-là, d'accord? On va faire des topics avec, OK? C'est-à-dire, ça va les message bus? Oui, non? OK. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un paquet de données, puis dans un message bus, ce qu'on fait, c'est qu'on va filtrer ces données-là, puis ça va devenir un sujet, un topic, sur lequel des clients peuvent venir se connecter puis faire un subscribe. Mais quand le client vient se connecter, dans le fond, il est obligé de s'authentifier, etc., puis on lui pousse les données. OK? Donc, ça nous permet, dans ce cas-ci, okay, de découpler, si on veut, toute la partie journaux de la partie consommation. Okay, la production de journaux versus la consommation, le format, puis comment ces gens-là vont venir se connecter. Donc, c'est là que les applications tierces vont venir se connecter. Parce que ces applications-là font des choses très précises, ils ont beaucoup de valeur, etc., puis ils ont besoin souvent d'un format particulier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer des topics pour eux autres, on va les formater de la bonne façon, on va leur donner des autorisations pour venir se connecter, puis ils vont tirer cette information-là pour leur propre outil. Fait que pour vous donner un exemple de ça, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire on l'a déployé au New York Cyber Command Center, donc la ville de New York, qui a un budget puis une population plus grosse que celle du Québec. Mais si vous regardez, là, c'est juste une version élaborée de ce que je vous ai présenté précédemment. Donc, ce n'est pas juste les logs et les audits de ce qui se fait chez Google qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher toutes sortes de sources de données. Parce qu'entre autres, si vous regardez MITRE, si vous êtes un petit peu au courant là, du framework MITRE, il y a 38 sources de données possibles. Puis si vous regardez dans les 38 sources de données possibles, il y a toutes sortes de critères à aller chercher, parce qu'on se retrouve avec à peu près 200 quelques données à aller corréler. Mais on pourrait aller chercher des logs de DNS, on pourrait aller chercher toutes sortes de trucs. Puis, si vous regardez, il y a comme 2 pattes. Il y en a un où les filtres sont appliqués puis transforment un petit peu la donnée pour aller la présenter à des outils. Puis l'autre, elle passe en arrière, puis elle s'en va directement, elle s'en va dans un bucket, dans le fond, là, où on va l'entreposer. Puis après ça, c'est consommé par divers outils à droite pour visualiser puis analyser. Okay? Puis on voit Splunk, Looker, etc. Là. Donc, c'est exactement le modèle que je vous ai présenté aujourd'hui, excepté qu'il est beaucoup plus élaboré. Il y a des outils comme Chronicle, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été intégrés à tout ça. Donc a priori, cette idée-là de considérer même l'aspect d'audit puis de log comme un pipeline dans lequel on vient plugger des trucs, là, c'est une notion que vous devriez tranquillement être plus familier avec. Évidemment, il faut protéger nos journaux, il faut protéger
les endroits où on le store, bon, pour pas que de manière malveillante ou par erreur, les gens viennent les supprimer puis qu'on n'ait plus accès. Donc, j'ai juste pris un exemple. Mettons, dans le cas d'un storage par objet, vous pourriez mettre le versioning, la gestion des versions à on, qui fait en sorte que, bien, a priori, il y a toujours la version d'avant. Fait que s'il arrive de quoi à la version actuelle, bien, vous avez toujours la version d'avant, bon, etc., etc. Mais après ça, au niveau du projet, au niveau du stockage, au niveau, bon, encore une fois, ce sont des ressources. Ces ressources-là devraient avoir des contraintes sur qui les accède. Dernière partie de la présentation, il nous reste à peu près 15 minutes. On va parler un petit peu de solutions. Ce qu'on a vu avec la COVID, dans le fond, c'est que les organisations qui traditionnellement gardaient leur monde à l'intérieur, puis que dans le fond, ils considéraient qu'un coup, on rentrait dans une compagnie, il y avait un périmètre d'établi, puis qu'on pouvait avoir une notion de confiance qui était allouée à un usager ou à un ordinateur. Cette notion-là a complètement pris le bord. C'est-à-dire que tous ceux qui résistaient à la notion de télétravail, on s'est retrouvés tout en télétravail. Puis plus loin que ça encore, vu le manque de ressources, il y a plusieurs organisations avec qui j'ai travaillé qui, là, tout à coup, il y a du monde en Alberta, il y a du monde aux États-Unis, il y a du monde en Europe. Parce que c'est là que les ressources sont situées. Puis tant qu'avoir mis en place ce qu'il fallait pour faire du télétravail, bien, a priori, l'endroit n'a pas vraiment d'importance. C'est poser le problème à ce moment-là de l'accès. C'est-à-dire, je veux quand même sécuriser mes applications. Comment j'accède pour garder mes applications sécuritaires? Okay? Donc, la première itération de tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'était la notion de VPN. Mais la notion de VPN part du même principe de périmètre. C'est-à-dire que je me connecte avec un tunnel. Ce tunnel-là me dépose dans l'entreprise à un endroit précis. Puis, parce que je suis à cet endroit précis-là, bien, j'ai des privilèges. Bien, ce modèle-là a été prouvé un nombre de fois là, que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça a beaucoup de limites. Et en plus de ça, les VPN, la technologie de VPN, ce n'est pas une technologie qui est élastique, ça ne scale pas à l'infini. Okay? Donc, il a fallu se revirer de bord, puis il n'y a pas de notion d'authentification, en tout cas, c'est faible, puis il y a toutes sortes de trucs qui ne venaient pas avec les VPN. Fait qu'il y a eu, depuis 2 ans, vous avez peut-être vu une deuxième chose qui s'est produite, c'est que vous allez voir tranquillement la notion de CASB, qui est apparu. Dans le fond, c'est un VPN sur stéroïdes, si on veut. Là. C'est un Cloud Access Security Broker. Okay? Mais ça reste le même truc, c'est-à-dire qu'on va déployer des boîtes virtuellement dans le cloud ou physiquement. Puis, on a ajouté sur le VPN, on a ajouté des fonctions. Okay? On a ajouté normalement une fonction d'authentification. Un WAF, parce qu'aujourd'hui, 99,9% de nos transactions se font web. On accède nos systèmes web, majoritairement. Puis, ils vont aussi faire un petit peu d'inspection de trafic, puis rediriger vers des services. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire d'un point de vue architecture, on demeure encore une fois avec des périmètres, puis avec un truc qui vous amène dans le périmètre, même si on a rehaussé un petit peu le niveau de sécurité qui venait avec. Donc, on n'a pas changé de paradigme, puis ce n'est pas vraiment efficace dans un mode cloud, surtout pour consommer des ressources cloud. Donc, l'idée, c'est qu'un coup que votre centre de traitement est connecté à un fournisseur infonuagique, dans le fond, il devrait avoir des méthodes d'accès qui sont disponibles nativement chez le fournisseur pour vous permettre de transiger avec vos services qui sont sur le cloud, puis même vos usagers externes, c'est-à-dire vos clients, à la limite. Puis dans ce processus-là, tranquillement mettre en place des notions de zéro trust. Parce qu'on s'entend qu'un VPN, ça ne fait pas de zéro trust, ou en tout cas, ce n'est pas un élément nécessairement vraiment particulier pour faire du zéro trust. Puis, même chose pour le CASB. Okay? Donc, l'idée, c'est, OK, pour transférer mes services, ou en tout cas, je transfère des services dans le cloud, mes usagers sont externes. Bon, je vais juste reviser peut-être un petit peu avec vous, pour ceux qui veulent peut-être une discussion plus complète sur la chose. Ma session de l'année dernière couvrait ça, un petit peu l'état des lieux là, à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être une référence, mais sinon, il y a plein de documentation. Mais l'année dernière, elle était passée, c'est-à-dire, dans le fond, 2020, excusez, pas 2021, 2020. C'est ça, 2020. Le NIST aux États-Unis a regroupé, dans le fond, a fait le tri dans 10 ans à peu près d'évolution de Zero Trust. Ils ont accouché d'une architecture sur laquelle à peu près tout le monde s'enligne et utilise comme référence.
là, je n'ai pas le temps d'exposer toute l'architecture. Ça, c'est juste un des modèles que je vous présente. Puis c'est un modèle d'accès basé sur l'identité. D'accord? Pourquoi que c'est important? Parce que où ce qu'arrive 90 ou 95% des problèmes qu'on a en termes de sécurité, c'est des vulnérabilités qu'on a au niveau de la porte d'entrée puis de l'accès des usagers, c'est-à-dire un browser qui est compromis, une escalation de privilèges, on passe des trucs parce que la porte est ouverte. Donc, si on est capable de régler le problème de comment mes usagers accèdent à mes services, on vient de couvrir énormément de cas. Okay? Tout de suite en partant, on vient de sécuriser énormément notre environnement. Dans ce modèle-là, le sujet, c'est l'usager. Okay? C'est monsieur tout le monde et madame tout le monde. L'Enterprise System, c'est l'appareil que j'utilise, qui peut, à la limite, utiliser un agent ou un autre truc là, pour parler au système. Ce qui fait en sorte que quand Bruno veut se connecter à travers son laptop, a priori, je devrais parler à un engin de politique, c'est-à-dire un engin de contexte, un engin contextuel, qui devrait être capable d'évaluer ma posture de sécurité puis me donner un score. OK? Puis, il y a toutes sortes de moyens de faire ça, là, mais a priori, si j'ai besoin d'accéder à un serveur, puis que ce serveur-là, je ne sais pas moi, a un score de 85, bien, si je suis en bas de 85, je ne devrais pas être capable d'accéder au serveur. Ou il y a peut-être d'autres contraintes, comme le temps de la journée, ou si je suis en Chine versus au Québec, il y a peut-être d'autres types de contraintes, d'autres types de contextes à prendre en ligne de compte. Mais a priori, il y a un policy engine avec un administrateur de politique, en tout cas, puis tu devrais avoir le go, tu peux y aller. Puis à ce moment-là, le message est passé au gateway. Je me connecte à travers le proxy, le gateway, puis j'accède à ma ressource qui est derrière. OK? Fait que ça, c'est le principe de base. Ce qui manque sur cette photo-là, qui est dans le reste du document, c'est qu'il y a une loupe de feedback. Fait que c'est pas juste, je ne le fais pas juste une fois, parce que dans un modèle de Zero Trust, je dois inspecter continuellement mes connexions. Donc, à mesure que je me connecte, c'est réévalué. Bon, mettons que je suis avec mon téléphone cellulaire, puis je le fais, je me promène. Donc, je change de IP, je m'en vais dans un endroit public, j'embarque dans un avion, peu importe. Bien, peut-être que le fait de changer d'endroit va faire en sorte qu'à un moment donné, ce n'est pas que je perds la communication, c'est juste que d'un point de vue sécurité, je ne suis pas dans un endroit où je suis permis d'accéder à cette donnée-là ou ce service-là. D'accord? Donc, ça, c'est le modèle de base pour l'accès. On s'entend, mais encore une fois, fermer cette porte-là, je couvre énormément de cas, puis je viens de sécuriser énormément comment j'accède mes données derrière. Donc, en 2007-2009, John publie son premier papier quand il est encore chez Forrester sur le Zero Trust. Puis là, la folie pogne, tout le monde essaie d'en faire, mais les premiers à vraiment le mettre en place, c'est Google en 2009, avec un projet qu'ils ont appelé Beyond Corp. Okay? Beyond Corp, dans le fond, c'était Beyond the Corporate Walls, parce que les gens devaient travailler à l'extérieur, puis l'idée, c'était est-ce qu'on peut régler le problème de pouvoir se connecter de l'extérieur, comme si on était à l'interne, puis de consommer les choses. Donc, ça fait déjà presque, ça fait 2009, ça va faire 11 ans, 12 ans, 13 ans, que ce modèle-là a évolué chez nous. Puis si vous regardez, faites des recherches, vous allez voir que c'est vraiment le premier modèle en production de Zero Trust qui a évolué énormément depuis, évidemment. Puis on l'a transformé en produit, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir, pas un problème, vous pouvez l'acheter, le consommer, etc. Puis si vous regardez le dessin de gauche à droite, dans le fond, il y a une notion de fédération d'identité, qu'on rentre, dans le fond, on va valider que la personne est la bonne personne, peu importe comment ça s'est fait, là, je veux dire, il y a plusieurs manières de faire ça. Puis après ça, on va regarder le device. Fait qu'on suit exactement le modèle que je vous ai présenté en bas. Okay? Est-ce que, dans le fond, il y a peut-être un niveau de sécurité différent de mon téléphone par rapport à un ordinateur qui a été complètement sécurisé par l'organisation, etc. Après ça, on va passer dans un engin dans lequel on peut mettre des règles contextuelles. D'accord? Il y en a déjà de base, mais a priori, on peut en rajouter. On peut bâtir toutes sortes de règles par rapport aux services qui sont derrière. Puis après ça, il y a un engin d'évaluation. Entre autres pour du data leaking, pour le malware, le data, est-ce que c'est des trucs de phishing, etc. Puis, il y a cette boucle de feedback-là qui existe parce qu'à la limite, je pourrais me faire déconnecter pour X raisons, puis j'accède des services qui sont en arrière. Ça, a priori, ce n'est pas limité à Google. C'est-à-dire, vous pouvez mettre ça en place, puis les services qui sont derrière, ils sont dans Azure, ils sont dans AWS, ils pourraient même être on-prem. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est que vous venez d'uniformiser votre méthode d'accès, puis de fermer votre porte d'en avant, okay? Peu importe où le service se trouve. Puis ça, encore une fois, il devrait y avoir des solutions comme ça qui existent chez tous les fournisseurs.
Je ne dis pas qu'ils ont nécessairement la même maturité puis le même vécu, là. Ça, c'est une autre histoire. On pourra toujours débattre de la valeur d'un puis de l'autre, mais a priori, vous devriez être en mesure de trouver ce type de solution-là chez vos fournisseurs. Vous avez sûrement entendu parler aussi de micro-segmentation, parce que là, je viens de régler la partie « j'accède le service ». Mais je n'ai pas réglé le problème en arrière. C'est-à-dire que j'ai un serveur qui a été compromis, puis là, il se met à vouloir escalader ses services un petit peu partout en allant voir chez le voisin, etc. Toute la notion de micro-segmentation vient du fait qu'on connaît l'application, puis que je suis capable d'aller segmenter directement sur cette application-là à qui elle peut parler ou pas parler. Ce qui demande une super bonne connaissance de l'application. Puis, dans les dernières années, que ce soit à travers VMware, à travers des sondes qu'on dépose, en tout cas, il y a toutes sortes de trucs qui existent pour essayer de visualiser ça. Bien, tous les fournisseurs infonuagiques vous permettent de mettre à on un firewall, OK, de base, correct. Puis, même si vous ne voulez pas faire de segmentation, juste loguer. Vous faites juste mettre le logging à on, OK, dessus. Puis, vous allez collecter ces journaux-là. Puis, tout à l'heure, on avait un outil de visualisation de BI. OK? Fait que vous faites un petit dashboard, le fun, qui regarde par application comment ces connexions-là vont, qui se connecte à quelle heure, puis qui fait quoi. OK? Puis là, tout à coup, au bout d'un certain temps, vous allez avoir une vue complète par application puis par service de qui parle à qui. C'est bon? Vous n'avez pas payé une scène de plus, c'est bâti dans votre service infonuagique, ça, là. OK? Ça vient avec, c'est de base dans votre service infonuagique. Puis à partir de cette information-là, vous pouvez tranquillement commencer à penser, à transformer ça en règles, puis à faire de la microsegmentation. Ça ne vous a pas coûté d'outils supplémentaires là, à ce point-ci. Là. OK? Donc, je viens de sécuriser ma porte d'entrée, OK, avec des affaires contextuelles et autres. Je suis capable de tranquillement visualiser mes services en arrière, qui parle à qui, de quelle façon, puis tranquillement de bâtir, dans le fond, un modèle de least privilege, puis faire de la microsegmentation derrière. Puis un coup que ça s'est fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a juste deux raisons pour lesquelles elle est alertée. Si vous y pensez comme il faut, c'est que l'application a changé, puis ça vaut la peine d'aller voir, ou, ben non, il y a un problème. Parce que vous avez fait l'effort de tout regarder par où ça devait communiquer, puis s'il essaie de communiquer ailleurs, ben ça ne devrait pas communiquer là. Fait qu'encore une fois, d'un point de vue opérationnel, on fait des gains. Fait que le lift and shift, c'est le fun, mais tant qu'à le faire, faisons-le en mettant en place des trucs qui vont nous amener ailleurs plus tard. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est toute la notion des VM qui sont à jour, pas patchés, compagnie. Le problème qu'on a, c'est que la notion de pipeline, elle existe vraiment bien pour les microservices, les containers et compagnie. Tout le monde est au courant de ça, du DevSecOps, puis patch, certificat et machin truc. Pour les VM, il n'y a pas rien. Par contre, y a-t-il moyen de le faire? Y a-t-il moyen de mettre en place à peu près le même genre de truc, puis d'arriver avec un contrôle qui s'apparente? OK? Tous les fournisseurs cloud ont un registre ou un dépôt d'images. Vous les allez, là, quand vous déployez une image Ubuntu, vous allez dans le registre, vous cherchez le dépôt, on le déploie. Il y a moyen de prendre puis là, notre responsabilité, nous autres, en tant que fournisseurs, c'est de la maintenir à jour, c'est-à-dire de mettre les patchs dedans, les versions et compagnie, mais elle ne sera pas personnalisée avec vos paramètres à vous. OK? Alors, ça, on ne peut pas le savoir. Donc, l'effort qu'il faut faire, c'est d'avoir la notion d'un golden image, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont paramétriser ces versions-là, puis qui vont les mettre dans le même dépôt. OK? Puis à partir de là, ça devient comme un container. Ça devient, dans notre cas, nous autres, un projet. Puis je peux mettre des règles dedans qui disent seulement les images qui ont été personnalisées peuvent être utilisées, pas les images vanille. OK? Puis ce qui fait en sorte que le consommateur, lui qui part un nouveau projet à quelque part, il va juste aller chercher les images qui ont été personnalisées. C'est bon? C'est un petit peu ce que j'essaye de parler là, avec cette ligne de commande-là, mais a priori, peu importe la méthode là, dans les clouds, dans les différents fournisseurs, comment ça se fait, l'idée, c'est de bloquer, dans le fond, les images qui sont vanilles pour seulement avoir accès aux images qui ont été personnalisées. Puis après ça, bien là, on met en place un cycle de vie. C'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'on a des images qui ont été c'est-à-dire personnalisées, ils deviennent actifs. On les met dans le dépôt, ils sont actifs, ils peuvent aller être cherchés. OK? À un moment donné, on va les déprécier. Donc, normalement, il y a une intervention qui fait en sorte qu'on dit, bien, c'est parfait, on lève un flag, ils viennent déprécier. Ça veut dire ça que l'usager peut encore les déployer, mais normalement, il devrait recevoir un message comme quoi ce n'est pas la dernière version. Fait qu'on en garde peut-être 2 ou 3, là, peu importe là, c'est quoi votre politique à ce niveau-là.
Éventuellement, elle devrait tomber obsolète. Ça veut dire que si quelqu'un essaye de le faire, il va recevoir un message que ça ne marche pas, un message d'erreur, puis éventuellement, déliter. Mais tout ça, encore une fois, ça peut s'automatiser. OK? Donc, un coup qui tombe obsolète, normalement, vous devriez être capable de paramétriser qu'après tant de jours ou après tant de semaines, ça s'en va dans l'autre, puis qu'après tant de jours, tant de semaines, ça se fait déliter. T'sais. Ce qui fait en sorte que, puis là, vous allez recevoir des coups de téléphone de gens qui vont dire, bien là, ça brise mon script. Bien, c'est à cause que là, tu as mis la version dedans. Mais pas la version, on va chercher la famille. T'sais, je vais avoir du Ubuntu, je vais avoir ça, je ne veux pas avoir la version 15.3.2, Rev 3, machin. Là. Ça ne marchera pas. Mais c'est un peu ça, cette idée-là. Mais ce que ça fait, c'est que non seulement vous avez, nous, on va s'occuper du patching, mais en plus de ça, vous allez avoir vos contrôles à vous qui vont avoir été paramétrisés dans la version personnalisée qui est dans le dépôt. OK? Donc, à 37 secondes de la fin, je ne suis pas trop pire. Mon sommaire, c'est que, dans le fond, on a parlé de contrôle. Puis qu'encore une fois, je n'insisterai pas assez pour vous dire qu'il faut que vous passiez du temps au niveau de quels accès on donne, quel rôle on donne aux différentes identités qu'on a, aux services, en incluant évidemment les comptes de service, et que les comptes de service ils ont une double fonction, c'est à la fois une ressource et aussi une identité, puis qu'il faut vraiment la restreindre et la contrôler, sinon ça peut devenir un peu du n'importe quoi. Que les logs d'audit, c'est l'endroit où on va valider que les politiques qu'on a mises en place fonctionnent, puis fonctionnent correctement. Aller chercher des outils aussi, des outils supplémentaires pour venir faire la visualisation des privilèges, puis comment ils s'étendent à l'intérieur de l'organisation. Et troisièmement, bien, on a regardé quelques petites solutions sur comment, tant qu'à faire la migration dans le cloud, un coup que mon AM est correct, que j'ai validé que tout était correct, comment est-ce que je peux faire cette transition-là en améliorant ma posture de sécurité, okay, avec des outils qui sont quand même assez simples, qui ne sont pas trop complexes à mettre en place. On serait rendu à la période de questions. Puis l'autre chose, Claude me disait aussi que malheureusement, pour ceux qui nous regardent de loin, vous ne pourrez pas, là, mais pour ceux qui sont en place, bien, il y a des T-shirts qu'on a amenés de Google. Fait que ça vous tente de vous ramasser un petit T-shirt de Google Cloud. Il y en a sur le siège derrière après la session.